Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour cher Steve, on va essayer de n'être ni too slow ni too fast. Voilà l'objectif du jour. Merci de vous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ qui paraîtra ce jeudi avec à la une, Alexis, cette semaine. On s'intéresse à ce triangle, non pas des Bermudes, mais de l'interrogation Trump, Netanyahou face au régime iranien et à la meilleure stratégie à adopter. Alors que s'ouvre aujourd'hui à Genève la deuxième phase des négociations en direct entre Téhéran et Washington. Alexis, Emmanuel Macron, lui, n'est pas à Genève, mais en Inde pour une visite de 3 jours. Le président de la République s'est exprimé en début d'après-midi aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi. Emmanuel Macron a notamment salué une relation bilatérale dans une phase d'accélération. Oui. Remarquable. Pourquoi ce partenariat est important pour les deux États ? Alors, je vais partir du point de vue global, c'est-à-dire dans la recomposition, dans la mêlée mondiale. On a souvent l'occasion avec vous, je sais que ce sujet vous passionne, j'allais dire c'est même l'un de vos sujets de spécialité à la base, avant d'être présentateur du Grand Journal. Dans cette mêlée mondiale, tout se recompose et on assiste aussi à des choses qui relèvent du multi-alignement. Vous savez, c'est le mot technique des diplomates pour désigner le fait qu'on peut avoir des partenaires, entre guillemets, de négociation, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan stratégique et militaire, on y vient dans un instant, qui sont a priori incompatibles. Il se trouve que c'est le cas de l'Inde. L'Inde est à la fois amie d'Israël, amie de beaucoup de partenaires de l'Union européenne, à commencer par l'Allemagne et la France, des États-Unis, mais aussi, il faut dire les choses comme elles sont, de la Russie poutinienne, parce qu'elle veut faire levier contre la Chine. Il n'y a pas d'alignement exclusif. Il n'y a pas d'alignement exclusif. Voilà, il n'y a pas, si vous voulez, nous ne sommes plus dans une logique qui était gouvernée par l'affrontement des deux blocs. Encore dans les années 80, d'une certaine manière, ça prévalait. Et donc, la grammaire géopolitique a évolué. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des puissances qui ne choisissent pas leur camp. Donc, je commence par l'Inde pour que tout le monde comprenne. C'est un sous-continent, c'est un géant géographique, c'est aussi un géant démographique, plus peuplé que la Chine, 1,48 milliard d'habitants. 1,48 milliard d'habitants, c'est beaucoup, Steve. Et c'est aussi un acteur qui se situe de facto, et c'est tout l'intérêt du voyage de Macron là-bas, à Bombay et à New Delhi. C'est un acteur qui se situe, notamment sous la houlette de son président et Premier ministre Narendra Modi, à l'interface de ce que vous appelez, vous, dans votre jargon de géopolitologue, je vous taquine aujourd'hui, le Sud global, et de ce qu'on appelle, nous, plus banalement, plus plébéiennement, le monde occidental. C'est cette période, des deux, vous voyez, Steve, de mutation de l'ordre international, c'est aussi l'expression d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Alors, Macron, on peut penser ce qu'on veut, on peut récuser sa politique, beaucoup de nos auditeurs ou de nos auditrices le font. En revanche, il ne manque pas de références. Et je pense que Macron sait très bien qu'il y a quelques années, avant de décéder, un grand géostratège américain qui s'appelait Henry Kissinger, juif allemand d'origine, avait théorisé le monde dans lequel nous entrons, c'est-à-dire celui que nous venons de décrire à très grands traits, celui des nations qui se pensent comme des empires et celui des infidélités diplomatiques, entre guillemets. Vous voyez, c'était dans son langage, je vous le rappelle, cher Steve, le monde néo-westphalien. C'est-à-dire qu'en fait, on est il y a 2 siècles. Voilà, si on résume, on est il y a 2 siècles. Et donc, ce monde-là, c'est un monde plus âpre, mais c'est aussi un monde qui laisse de la place à des partenariats, j'allais dire, non prévus au programme. Et d'une certaine manière, par-delà la vieille amitié qui a toujours lié la nation de Nehru et de Gandhi et la nation de De Gaulle, nous avons aujourd'hui de nouvelles raisons, j'allais dire, de nous tendre la main et de faire des choses ensemble, je veux dire Paris et New Delhi. L'Inde qui s'est, vous le disiez Alexis, beaucoup rapproché d'Israël ces dernières années, oui, et qui est perçu comme un acteur important par ailleurs dans la lutte contre l'islamisme radical. Mais vous avez absolument raison, c'est perçu d'ailleurs comme tel par les Israéliens. Il se trouve qu'on avait fait récemment dans le journal ActuJ un dossier sur le sujet et on avait rappelé, si vous voulez, l'évolution profonde de l'Inde. Elle part en gros de positions qui sont tiers-mondistes, donc plutôt hostiles au fond à la reconnaissance même de la légitimité morale de l'État juif, à des positions qui aujourd'hui sont des positions où Israël se flatte sur un plan sécuritaire, sur un plan militaire, d'avoir des coopérations très étroites. Sur le plan antiterroriste, vous avez raison, parce qu'il y a une alliance de revers contre les djihadistes et contre le monde musulman radicalisé. Mais par ailleurs, Israël se flatte aussi, non sans raison, d'avoir atténué le soutien de l'Inde, le soutien originaire de l'Inde à la cause palestinienne. D'ailleurs, Modi, de ce point de vue-là, il est Bibi compatible. Vous voyez, il n'a aucun soutien à la cause palestinienne. Donc, pour toutes ces raisons, on peut dire que ça baigne entre les deux pays. Alors, le déplacement d'Emmanuel Macron porte notamment sur le renforcement du commerce bilatéral, notamment sur le plan militaire et technologique. On va commencer peut-être par le militaire, Alexis, avec ces fameuses ventes déjà de Rafale.
Je connais bien la firme Dassault pour avoir longtemps exercé au Figaro. C'est évident qu'une vente comme ça, si elle se fait 114 avions Rafale, chasseurs Rafale, hein, c'est considérable. C'est pas seulement dans une optique d'ailleurs de renforcement par l'Inde de son arsenal militaire. C'est pour tout ce qu'on vient de décrire ensemble, c'est-à-dire cette nouvelle donne stratégique où il faut, si vous me passez l'expression, et elle n'est pas péjorative dans mon cas, où il faut s'armer jusqu'aux dents. Donc ça, c'est le premier aspect de la visite d'Emmanuel Macron. Il va être, si vous voulez, l'émissaire intelligent de la France, de la firme Dassault, pour cette vente de 114 Rafales. C'est considérable, hein, les budgets sont absolument considérables. Et évidemment, ça correspond aussi à la volonté, à l'intérêt bien compris du régime indien, qui est plutôt démocratique, même si c'est une démocratie, j'allais dire, amoindrie ou par certains côtés affaiblie. Notamment dans son rapport à la minorité musulmane. Ouais, c'est absolument évident, il faut le dire, hein, faut être clair. Mais c'est quand même globalement une démocratie, et donc ça correspond plutôt à la volonté de l'Inde, si on réélargit la focale, par-delà la question militaire, de se doter de technologies françaises, afin d'être indépendante de Washington. Ça a toujours été de défense américaine. Bien sûr, ils veulent pas que ça soit les Américains qui décident d'F-52, oui, tu peux décoller, etc. Je résume. Mais ils veulent pas non plus se retrouver dans une situation de vulnérabilité stratégique et militaire face à l'islamisme radical, et notamment, vous le savez bien, leur obsession... C'est le Pakistan. Bah voilà, ils ont deux obsessions. C'est la Chine, qui est très... On va en parler dans un instant. C'est la Chine, qui est technologiquement très dangereuse pour le régime de New Delhi, mais c'est aussi le Pakistan, alors qui pour le coup est idéologiquement et djihadiquement, si vous me passez l'expression, très dangereux pour l'Inde. Et puis on disait, cette visite portera aussi sur un renforcement de la relation commerciale sur le plan des nouvelles technologies en matière d'IA en particulier. Alors voilà, donc il y a ce fameux sommet qui a lieu dans 2 jours. Donc Macron arrive bien en avance. Hein. De toute façon, c'est les sujets qui l'ont toujours passionné. Sur l'impact de l'IA. Dites-vous bien, le sous-texte du sommet. Hein, il va y avoir d'autres partenaires qui vont venir spécialement, etc. Le sous-texte du sommet, évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une alliance de revers. Non pas, alors là, pour le coup, contre le Pakistan, mais contre la Chine. C'est le modèle, plus exactement, c'est l'hégémonie possible chinoise en matière d'IA sur un plan, alors là, complètement antidémocratique. Hein. Vous savez, il n'y a pas pire antidémocratie que la Chine. Et, j'allais dire, comment dire, non pas en congruence, mais en symétrie rivalitaire avec le modèle d'IA qui est anti-européen de facto, on le sait bien aujourd'hui, et qui est porté par la tech américaine, et notamment la tech d'extrême droite américaine. Hein, on en a souvent l'occasion d'en parler avec vous. Donc l'Inde pourrait être le grand gagnant de cette politique de dérissing à la fois vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de la Chine. Alors, vous avez raison. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas géopolitologue comme vous, mais je commence à toucher un peu ma bille, comme on dit. Il y a une alliance objective entre certaines puissances européennes et l'Inde. Pourquoi ? Parce que les deux entités, je vais très vite, hein, l'Union européenne, hormis les populistes style Orban, hein, c'est-à-dire Macron, Merz, Meloni, cherchent à échapper à la double tenaille d'une IA qui serait organisée autour de la compétition planétaire entre Pékin et Washington. Donc de ce point de vue-là, ils ont des intérêts communs. Vous pensez bien que c'est pas des perdreaux de l'année, les deux. Évidemment que l'objet du sommet de jeudi, c'est de réfléchir à un modèle d'IA qui sera peut-être d'ailleurs open source, je n'entre pas dans les détails, Steve, hein, mais un modèle d'IA qui ferait contre-pied à ce qui apparaît de plus en plus comme étant le scénario le plus redoutable pour les Européens, mais aussi pour les Indiens, qui serait d'être pris en tenaille entre deux modèles numériques, l'un américain mais qui est fondamentalement anti-européen, et l'autre qui est chinois et qui est fondamentalement antidémocratique et anti-droit de l'homme. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu J qui paraîtra jeudi. Bon après-midi à vous. À vous.